Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. Ce Spring Webinaire d'ailleurs, va porter sur mon réseau, il est sécurisé. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ce webinaire, bien évidemment, vous est proposé par la société eCatalyst. Donc, ce webinaire qui a pour but de sensibiliser un maximum sur les sécurités sur le réseau, ainsi qu'évidemment pouvoir protéger son infrastructure entreprise, tout comme pourquoi pas l'adapter à son réseau en tant que particulier. Ça va de soi. Donc par rapport à ça, je vais me présenter rapidement. Je suis Victor Vauquier, donc je suis formateur cybersécurité dans la société eCatalyst. Donc je suis formateur bien évidemment pour l'école Takeoff et je suis également auditeur pentester cybersécurité pour la société eCatalyst, donc dans tout ce qui va être intrusion de systèmes informatiques et également sensibilisation à toute la partie cybersécurité. Ici, brièvement, par rapport à l'école Takeoff, c'est une école donc, qui est proposée par eCatalyst pour justement donner des formations en téléprésentiel pour que tout le monde puisse avoir accès facilement à cette formation. Si vous avez même des difficultés d'un point de vue matériel, là-dessus, il n'y a pas de souci. L'école Takeoff vous fournit le matériel adapté pour réaliser les différentes formations. Alors, les formations proposées par l'école Takeoff, très rapidement, c'est Community Manager Maker, CMM. Vous avez également la certification déléguée à la protection des données, CDPO. Et on a spécialiste des défenses des systèmes d'information, SDSI. On a également un projet qui est le projet Ascent. Ce projet Ascent est là pour justement de faire appel d'offres et de demandes auprès des entreprises pour justement sensibiliser aux besoins cyber qui devient de plus en plus récurrent dans la société actuelle, pouvoir ainsi embaucher, pourquoi pas, des apprenants provenant également de l'école Takeoff. Faire le lien entre des apprenants certifiés dans le monde de la cyber, dans le monde du numérique, et qui puissent répondre aux besoins des diverses entreprises. Donc, on veut promouvoir également toutes les compétences territoriales que l'on a, parce qu'il faut favoriser ces personnes qui viennent de notre région, qui ont les compétences dans le numérique, et éviter d'aller chercher des personnes un petit peu trop éloignées. Par rapport à tout ça, on va commencer dans le vif du sujet, concernant nos fameux réseaux informatiques. Et en l'occurrence, on va parler du Wi-Fi, dans un premier temps. Pourquoi le Wi-Fi? Parce que souvent, on associe le Wi-Fi et le réseau, qui est beaucoup plus le réseau physique, un réseau qui serait câblé. Ce réseau câblé que l'on retrouve beaucoup, on va dire, par interposition dans les films ou dans tout autre type de médias, par des salles serveurs, toutes connectées, et où le réseau de l'entreprise véhicule. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Et souvent, on oublie que le Wi-Fi est l'un des points les plus vulnérables dans dans notre entreprise. Pourquoi ce Wi-Fi est plus vulnérable? Dans un premier temps, au fil du temps, le Wi-Fi a évolué. On nous parle de plus en plus des sécurités qui sont mises en œuvre pour protéger le Wi-Fi, parce que forcément, il est à la disposition de tout le monde. Dans les foyers, dans les entreprises, dans les avions et même dans les voitures. Par rapport à ça, pour rappeler un petit peu le concept de, du Wi-Fi, on va avoir un routeur, un modem. Appelez-le un petit peu comme vous voulez. Mais vous allez avoir cette boîte qui va récupérer votre connexion internet et qui va le diffuser
que ce soit dans votre foyer ou dans votre pièce au niveau de votre entreprise. Chose importante, ça veut dire que, tiens, pour m'y connecter, je n'ai pas besoin de brancher un câble, ce qui rend l'accès beaucoup plus facile. Sauf qu'il faut se dire aussi que si c'est facile pour vous de vous y connecter, il sera d'autant plus facile pour un attaquant d'effectuer la même chose que vous. C'est pourquoi on a besoin de 2 paramètres importants pour pouvoir se connecter à un réseau Wi-Fi. On a besoin du nom du Wi-Fi qu'on appelle également, je vous l'ai mis entre parenthèses, ESSID. Mais on a aussi besoin d'un mot de passe, un mot secret, une phrase secrète. Quelque chose qui pourra déverrouiller cet accès. C'est le point important qu'on va aborder également dans ce webinaire, ces différentes sécurités pour protéger ce mot de passe. Parce que vous vous doutez bien, s'il est affiché de manière ostensible aux yeux de tous, tout le monde pourrait rentrer dessus. C'est pourquoi, à chaque fois, chaque utilisateur devrait, dans un sens, modifier le mot de passe Wi-Fi qui est renseigné sur sa petite boîte qu'il a aussi bien dans l'entreprise que chez lui. Par rapport à ça, les clés de sécurité, à l'heure actuelle, on en a 4. Le WEP, le WPA, le WPA2 et le WPA3. Il est possible que du coup, au travers des différents médias, vous ayez pu entendre le WPA3 ou peut-être vous l'avez vu apparaître au niveau de vos appareils de connexion Wi-Fi. On y reviendra un petit peu plus tard. Concernant le web, petite date importante, 1999. Pourquoi? Parce que c'est la création de cette première clé qui va nous permettre d'avoir un petit peu de sécurité sur notre appareil. Vous avez un chiffrement qui est effectué par rapport à ce web qui est au final de 40, 64, 128, voire même 256 bits. Ce qui en soi n'est pas très important. Si on n'a qu'un chiffrement de cette envergure, il est assez facile pour quelqu'un de le craquer. Surtout avec les technologies qui nous permettent de plus en plus d'être rapides dans l'attaque au niveau des mots de passe, la récupération des mots de passe et pour les trouver. Aucune protection contre l'intrusion. Et c'est bien ça le problème avec le web. Beaucoup de temps, on a eu des appareils avec du web où des personnes pouvaient tenter d'attaquer le mot de passe pour essayer de le récupérer. Là-dessus, je vous ai mis une capture qui représente, on va dire, ce qu'un attaquant voit quand il essaye de récupérer votre Wi-Fi. On voit ici le Wi-Fi que l'on va cibler, bien évidemment, c'est platonique. On le repère, comme précédemment avec le nom, qui est l'ESSID. On ne va pas rentrer non plus dans les détails techniques concernant les informations qu'il y a ici. Ça fonctionne, on va dire, comme une signature que votre routeur possède. Et cette signature, on peut la retrouver comme ça, d'où le BSSID qui est au final son adresse MAC, si on peut faire référence aux ordinateurs. Tout simplement, le web, pourquoi il est craquable facilement? La donnée qui est importante, si vous le voyez, c'est la data. La data qui est ici à 22 512. Et cette data, à partir du moment où elle atteint les 20 000, un attaquant, il est en train d'aspirer toutes les données du Wi-Fi qui sont transmises. À cause de ça, les données qui sont transmises, elles sont transmises avec un chiffrement de 40, 64, 128 ou 256 bits, ce qui est très peu, très très peu. Donc un outil pourrait les déchiffrer assez facilement et on les récupère comme ça assez simplement. Ça, c'est pour le web. On va voir qu'à partir de la deuxième sécurité, le WPA et le WPA2, on a eu un bond assez important de protection. Le WPA, par exemple, on est sur une clé qu'on appelle une clé prépartagée, qui est PSK.
On a aussi un chiffrement de clés qu'on appelle temporelles. Ces clés temporelles, c'est le TKIP. Pareil, qui effectue des vérifications d'authentification un peu plus importantes. Et c'est grâce à ces 2 clés que nous avons la possibilité de garder nos informations et notre phrase secrète à l'abri. Pourquoi? Bah, bon, malheureusement, je vais un petit peu, avouer les faits. Pour ceux qui ne le savaient pas, le WPA et le WPA2, ça a été craqué également. Comment? Tout simplement, on utilise la même méthode que précédemment. J'aspire les connexions et vous voyez toujours au niveau de la data, je suis au niveau des 20 000. Ça, c'est les 2 conditions importantes. À remarquer ici, on est sur une encryption WPA2. Pourquoi j'ai laissé cette capture par rapport au WPA2? C'est parce que cette méthode-là fonctionne aussi bien pour le WPA que le WPA2, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, on va devoir, cette fois-ci de la part de l'attaquant, désauthentifier quelqu'un. On doit déconnecter un utilisateur sur le réseau. Ce qui est déjà un point important parce que vous vous imaginez, si on a un utilisateur qui a une utilisation de son Wi-Fi en entreprise assez limitée, où il va juste connecter son téléphone, connecter sa tablette ou autre appareil, l'espace de quelques secondes, il n'y aura pas assez de données pour récupérer l'information. C'est plutôt un bon point. Deuxièmement, s'il se déconnecte et ne se reconnecte jamais, on ne pourra pas récupérer l'information. Ici, en l'occurrence, à partir du moment où il va être déconnecté et qu'il va se reconnecter, on va avoir ce qu'on appelle le WPA handshake. C'est notre certitude comme quoi on a récupéré le mot de passe. Le moment où l'utilisateur se reconnecte, c'est le moment où on va réussir à prendre l'information du mot de passe qui a été utilisé. Et c'est à cause de ça, de cette vérification lors de la connexion, qui va être malheureusement le déclencheur d'une récupération de mot de passe. Par rapport à ça, on a eu le WPA2, cette fois-ci un petit peu plus précis. WPA2 précisément, on a toujours notre clé partagée. On a le chiffrement avancé, qui est un chiffrement AES, Advanced Encryption Standard, qui cette fois-ci est beaucoup mieux niveau sécurisation de notre donnée. Ça met un petit peu plus de temps à un attaquant pour le craquer en fonction de la taille du mot de passe, de la complexité de votre mot de passe. Je vous ai mis en dessous à peu près 2 voire 14 heures de crack de mot de passe. Attention, encore une fois, ça dépend de la taille et de la complexité du mot de passe. Si on reste sur les standards proposés par l'ANSSI, soit un minimum de 15 caractères avec des numéros, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, on n'est plus sur une histoire de 14 heures, mais on est sur une histoire de peut-être 1 semaine, 1 mois, voire 1 année, en fonction de la complexité. Néanmoins, je vous partage l'information par rapport à ce qu'il y a à droite. Pourquoi? Parce qu'on est sur une attaque bien différente. Malheureusement, le WPA2, des chercheurs, donc des chercheurs provenant de Avira, c'est, une société qui édite des logiciels de sécurité, qui ont découvert une nouvelle méthode pour craquer simplement les mots de passe Wi-Fi avec du WPA2. Vous l'avez ici, on récupère une information sur le réseau qui nous dit, voilà, 802.1x, il y a une authentification et tout en bas, en fait, on récupère la clé. Et là, en fait, le problème avec ça, c'est qu'une fois qu'on a récupéré la clé, bah, on n'a plus qu'à la déchiffrer de notre côté. Et là, bah, ça peut prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On est sûr que l'on n'a plus besoin de désauthentifier qui que ce soit. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit sur notre cible. On a juste à attendre. Et c'est de plus en plus le combat que l'on essaye d'adopter concernant les mots de passe sur le réseau. C'est essayer de limiter le plus possible
malheureusement, les attaquants. D'où le fait que je vous rappelle, une des principales choses à faire, à chaque fois concernant ces mots de passe réseau, bah, c'est de les, changer quasiment une fois par mois. Ou alors, si vous n'avez pas forcément le temps, 2 fois par mois. Enfin, tous les 2 mois, pardon, je veux dire. Tous les 3 mois, minimum. Par rapport à ça, maintenant, c'est ce que vous avez vu apparaître parfois sur vos nouveaux, heu, sur vos nouvelles box, c'est le WPA3. Le WPA3 qui est un nouveau standard de sécurité qui a été annoncé en 2014 et là, on a toujours un cryptage de 128 bits, mais qui a plusieurs modes. C'est-à-dire, on a le mode personnel qui est réservé aux personnes dans leur foyer et on a un mode qui est le mode, on va dire un peu plus entreprise, qui lui est basé sur 192 bits. Là, en l'occurrence, on n'en a pas, grande, nécessité de connaissance. Mais entre autres, on a déjà une sécurisation qui sera un peu plus importante en entreprise que pour des particuliers. On est sur un chiffrement AES 128 qui est heu, beaucoup plus important que le WPA2 et même chose, on a pour la version entreprise de l'AES 256 où on rajoute ce qu'on appelle, nous, communément, des fonctions de hachage. Résumer ça en: j'ai une signature qui certifie que mon mot de passe n'a pas subi de modification et que je respecte une certaine intégrité dans mes données. Sauf que le problème, c'est qu'à peine sorti, il a déjà été craqué. Il a été craqué, pareil, par des chercheurs qui ont voulu voir comment se comportait le WPA3 quand on le mettait dans des situations peu communes. Donc ça a surtout été vu sur les premiers essais côté personnel, donc pour des particuliers, où il y a eu une faille critique qui permet à un attaquant de retrouver la clé Wi-Fi comme avec le WPA2. Donc ça veut dire que, grosso modo, vous faites la même technique que le WPA2, mais sur WPA3 et vous pouvez la retrouver, cette fameuse clé Wi-Fi. Ce qui du coup fait penser à dans la communauté informatique et qui, suggère à pas mal de gens, le WPA3, certes plus sécurisé, mais est-ce vraiment utile? Ben, pas sûr. Par rapport à ça, vous l'avez donc par rapport à votre box Wi-Fi, donc au niveau de vos informations Wi-Fi, souvent, on a des standards qui sont appliqués, qui sont représentés soit sur l'adresse IP 192.168.0.1 ou la 254 dans votre réseau. Que ce soit en entreprise ou pour des particuliers, on est sur le même fonctionnement. Et vous voyez cette mention WPA2, WPA3, AES et c'est marqué expérimental parce qu'on est sur des phases de test en ce moment sur cette nouvelle sécurité. Et il y a des phases de test pour justement améliorer la sécurité à ce niveau-là. Donc sécuriser ces données clients. Alors pour sécuriser ces données clients, là aussi, sans rentrer dans le côté Wi-Fi, on est plus sur des affaires internes. Les informations dans une société au niveau du réseau, elles sont aussi, échappées par des employés. Vous l'avez déjà vu lors d'un précédent webinaire, le fait que des employés mal intentionnés peuvent, exfiltrer certaines informations. Ici, vous avez, une attaque qui a été faite sur Cdiscount. Donc c'est une affaire qui a été faite ici le 29 janvier 2021, où vous aviez
Donc les données qui ont été volées parmi les, particuliers. Soit le prénom, le sexe, l'adresse mail, l'adresse postale et le numéro de téléphone, ainsi que toutes les commandes que vous aviez pu faire. Bien heureusement, les cartes bancaires ici, elles n'étaient pas enregistrées par Cdiscount et c'est là où je veux en venir. Vous avez tout intérêt, à chaque fois, à vous renseigner sur les politiques de confidentialité et de même, vous, en tant qu'entreprise, à ne pas enregistrer ces fameuses données bancaires ou alors, s'il y a nécessité d'enregistrement bancaire, de les chiffrer, de les masquer le plus possible et de gérer la sécurité même au niveau des employés. Ici, le problème venait d'un cadre en interne dans l'entreprise parce qu'il disposait de certaines autorisations. En l'occurrence, des autorisations pour récupérer toutes ces données. Donc là, même les employés qui peuvent être bien intentionnés avec des, des statuts un peu plus importants dans l'entreprise, doivent avoir des limites au niveau des accès dans l'entreprise. Ces attaques sur le réseau. Là, on a vu un petit peu les attaques concernant le Wi-Fi. Du coup, tout ce qui est attaque externe. Par contre, on a aussi des attaques externes, mais plus sur les réseaux type entreprise, sans forcément parler de, d'attaques sur le Wi-Fi. On est vraiment plus sur le réseau entreprise qui peut être mis à mal. Le balayage de port. Pourquoi je vous parle du balayage de port? En fait, tout simplement, vous avez, admettons, une entreprise X qui a mis à disposition des services via internet. Elle peut être prise pour cible à cause d'une mauvaise configuration machine. Ce qui inclut par la suite des attaques bien précises sur le réseau. On a également des attaques qu'on appelle des attaques DOS ou des attaques DDoS, qui sont là pour justement envoyer un maximum de requêtes sur une cible, sur un serveur par exemple entreprise, pour limiter ses actions et l'empêcher de fonctionner correctement. Tout ça pour le bloquer un maximum. Bon, ici vous voyez, le DOS, c'est plus par rapport à une action concernant un certain type de données qui est envoyée vers le serveur. Et les attaques DDoS, on est toujours sur une sorte d'envoi de données très importantes, mais cette fois-ci qui sera commandée par d'autres ordinateurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez beaucoup de ce qu'on appelle nous des machines zombies qui sont toujours en circulation un petit peu partout dans le monde, des machines qui auraient pu être les machines que vous avez, qu'une entreprise a et possède, et qui d'ailleurs n'a pas la possibilité de corriger un bug informatique sur sa machine. Et donc sa machine, bah, c'est un attaquant qui la contrôle à distance pour effectuer par exemple ce genre d'attaque. Donc là aussi, faire très attention à ces attaques sur le réseau. Il existe quand même, néanmoins, beaucoup de solutions. Parce que là, on vous parle, enfin, je vous parle de beaucoup d'attaques possibles, mais il y a aussi des solutions telles que des firewalls ou même pare-feu, comme on l'appelle, ou des SIEM. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux pare-feux? Les fameux pare-feux vont être là pour empêcher justement certains trafics réseau d'arriver sur vos machines. L'avantage que ça a, c'est que, bah, par exemple, on parlait de DOS ou de DDoS, l'envoi successif comme ça de requêtes de données pour surcharger une machine. Et ben avec le pare-feu, on va lui dire peut-être: «Tu vas me bloquer toutes ces informations qui correspondent à une donnée en particulier et si ça dépasse la donnée à la seconde, alors tu bloques». Le SIEM par contre, c'est ce qu'on appelle du coup Security Information and Event Management. C'est un outil
qui regroupe plein d'outils informatiques. Alors, ces outils informatiques peuvent détecter des cybermenaces, tout comme ils peuvent vous protéger de certaines. C'est-à-dire que vous allez avoir un état visible sur tout ce qui va se passer dans votre environnement. Souvent, c'est des solutions entreprises qui sont adoptées parce que dans votre entreprise, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe sur le réseau. Est-ce que telle machine a interagi avec ma machine? Est-ce que ma box internet, elle est en train de communiquer avec un attaquant ou alors quelqu'un essaye de la pirater, de la hacker littéralement? Et vous allez avoir toutes ces informations. Il n'y a pas que ces solutions-là. Nous avons également l'IDS et l'IPS, qui sont aussi des noms de technologies. Ces technologies, c'est intrusion détection système et intrusion prévention système. Et ces outils, ils permettent de faire quoi? L'IDS, il permet de regarder, de voir de manière passive, tiens, j'ai quelque chose qui se passe sur mon réseau. Je constate que beaucoup de requêtes sont envoyées, beaucoup de données sont reçues par mes ordinateurs. Peut-être que j'ai un cas de DOS ou de DDoS. Dans l'autre cas, d'IPS, il va dire, tiens, je constate qu'on essaye de nous envoyer ces données, je vais les bloquer. Vous vous doutez bien, il y a plusieurs scénarios là-dessus. On pourrait très bien détecter ce qu'on appelle, nous, des faux positifs, des informations qui sont correctes, viables, et qui pourtant sont affichées comme néfastes. Et là-dessus, c'est pas le but. Même chose, de toute façon, du côté IPS, il pourrait détecter des bonnes requêtes et les bloquer. Donc tout ça, ça demande quand même un suivi important au niveau technique, ce qui veut dire que, même chose, on a des personnes spécialisées dans la lecture de ces informations qui sont là dans les entreprises en train de remonter chaque information pour dire attention, on a tel problème, attention, il faut agir sur telle chose. Il y a un petit danger en interne. Le petit danger qui est en interne, normalement, parfois beaucoup de monde en entend parler, c'est ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu. Cette attaque de l'homme du milieu, elle est là pour justement récupérer les informations de certaines victimes. Attention, ici, il faut prendre en compte le fait que l'attaquant se trouve dans l'entreprise. Donc il y a déjà eu soit infraction et pénétration dans les locaux, puis installation de certaines choses sur un ordinateur, ou alors, tout simplement, vous vous souvenez de notre Wi-Fi? Eh ben oui, quelqu'un connecté au Wi-Fi pourrait utiliser une attaque de man in the middle. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des préconisations annoncent d'éviter de se connecter sur des réseaux publics, des Wi-Fi publics, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes concernant, ces attaques de, man in the middle et la récupération de vos données. Ça inclut vos comptes bancaires, vos comptes entreprises, vos factures entreprises et toute autre information qui peuvent être sensibles. Sauf que, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte en interne concernant les données réseau. On peut avoir des erreurs humaines qui malheureusement font que vos données que vous avez accumulées dans votre réseau disparaissent. Parfois, ça peut être des accidents, certes, suppression accidentelle de fichiers ou de dossiers, écrasement involontaire de sauvegarde ou de données, erreur de saisie entraînant une altération pardon, dans vos données. Et on a le formatage involontaire. On a des solutions, bien évidemment, pour tout ça, qui sont déjà prédéfinies et assez communiquées dans les entreprises. Néanmoins, on peut être victime sans que ce soit des erreurs humaines accidentelles, de la malveillance informatique, piratage, sabotage, attaque informatique, CryptoLocker, dont vous avez eu également un webinaire concernant tout ce qui est ransomware. Mais en tout ça, on peut minimiser les coûts et les risques
qu'il y a eu dessus. Comment? Pas de solution miracle. Des systèmes de sauvegarde. Des sauvegardes sur des disques durs externes pour éviter qu'ils soient corrompus en même temps que l'entreprise ou bien même qu'ils soient récupérés via des attaques sur le réseau. Les sauvegardes sur le serveur d'entreprise ou alors des télésauvegardes de données. Tout ça, encore une fois, ce n'est pas pour, on va dire, avoir un risque zéro parce que tout est possible, mais ça aide, dans un sens, à avoir des informations, beaucoup plus, des informations beaucoup plus, cachées, mises en sécurité sur nos, du côté de nos serveurs. Nous en avons terminé du coup par rapport à toutes ces informations sur la sécurité des différents, réseaux. Il reste la partie du coup plus e-Catalyst où je vais vous parler un petit peu de nos formations et des différents spécialistes. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je réponds à toutes vos questions plus en dernier à la fin du webinaire. Concernant nos formations, donc je vous ai parlé de l'école Take-Off, de toute façon 100 en présence enfin en téléprésentiel, avec bien évidemment la simplicité de ne pas avoir de matériel à, fournir de votre part. Tout est fourni, tout est, mis à disposition et en plus, vous avez un encadrement de la part de formateurs spécialisés sur les différents thèmes abordés. Que ce soit aussi bien le thème concernant SDSI, la défense des systèmes d'information, ou alors sur la partie déléguée à la protection des données, ou alors si on veut être, community manager maker. Donc voilà donc toutes nos formations disponibles en module. Vous pouvez de toute façon les retrouver sur le site, takeoff.com et nous avons donc les différents intervenants de la société e-Catalyst, où vous avez eu déjà l'occasion, pour ceux qui ont suivi les webinaires depuis le début, Julien Walbert, associé e-Catalyst et consultant formateur, ainsi que Bastien Listenmann, responsable pédagogique et formateur cybersécurité. Vous allez sûrement avoir l'occasion de voir pour les prochains webinaires Fabien Henbert, formateur cyber. Donc voilà, vous pouvez retrouver, toutes nos informations, takeoff.tech, ecatalyst.fr, sur Instagram, Facebook, les différents réseaux sociaux, Twitter également. Des posts LinkedIn sont assez souvent mis en évidence concernant les actualités cyber aussi et sur TikTok concernant, toute la partie take-off. Vous pourrez retrouver également nos, différents, webinaires, donc ceux qui, vont se dérouler, par exemple, le 27 mai. Comment définir les réseaux sociaux adaptés à son entreprise. Mais vous retrouverez également quel est l'intérêt d'avoir un blog en plus de son site internet et d'autres informations plus orientées cyber. Mes employés utilisent des PC et téléphones portables. Quels sont les risques? Et vous verrez bien évidemment les autres, les autres webinaires. Donc j'avais vu quelques questions. Faut-il nécessairement effectuer un audit de pentest afin de pouvoir sécuriser au mieux son réseau? Par rapport à ça, je vais vous répondre qu'il est préconisé de faire, de toute façon, même si c'est pas uniquement pour le réseau, de faire un audit de sécurité quasiment tous les ans. Parce que même si vous avez, on va dire, un réseau sain, parce que ça, c'est ce qu'on voit parfois dans des très petites entreprises qui ont un réseau qui vient d'être conçu, qui a été vérifié et qui est, sain, bah, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques manquements. S'il n'y a jamais eu d'audit de sécurité, il serait préférable d'en faire un. Je ne sais pas si ça répond bien à, votre question.
Le WPA2 n'étant pas sécurisé, quel est le moyen de protéger sa connexion Wi-Fi? Changer de mot de passe régulièrement, est-ce suffisant? Alors, par rapport à justement cette question de mot de passe, effectivement, le WPA2 et même du coup le WPA3, on peut considérer comme ils ont déjà été craqués, qu'ils sont pas sécurisés. Ça oui. Mais du coup, la seule barrière, avoir un mot de passe étendu et assez complexe, bah, c'est pas suffisant. Si en tout cas, c'est toujours le même toute notre vie. Si on garde un même mot de passe de même 20, 30, 40 caractères pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il ne sera pas craqué avant 10 ans. Mais si c'est toujours le même, il y a toujours le même risque. Donc, il serait suffisant de le changer, même tous les mois, mais d'avoir un mot de passe très complexe. Il faut vraiment avoir ces 2 notions en même temps. Alors, j'ai également peut-on sécuriser son réseau d'entreprise, efficacement sans avoir besoin de recruter d'experts de la cybersécurité, notamment pour les petites entreprises? Sinon, quel serait le coût de la mise en place d'une telle fonction? Alors, par rapport à ça, vous avez, sans être forcément expert en cybersécurité, si vous avez, je ne sais pas, un développeur web ou d'autres personnes dans votre entreprise qui ont mis en place la sécurité, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment demander ou sélectionner des entreprises spécialisées dans la mise en place, ne serait-ce que du réseau, qui ont ces notions de cyber intégré et qui savent que si elles ne font pas une configuration en particulier, bah, il y aura des risques de pénétration. Il n'y a pas forcément besoin à chaque fois d'avoir un expert cyber dans sa boîte. Il y a des très petites entreprises qui s'en sortent très bien sans avoir de pôle cyber à l'intérieur parce qu'ils font appel à des prestataires reconnus, certifiés, qui gèrent également la sécurité. Si jamais il faut mettre en place une fonction de ce type dans l'entreprise, ce qu'il faut voir, c'est le besoin également de l'entreprise. Là, je ne saurais pas exactement vous répondre par rapport au coût pur de cette personne, même si normalement on devrait être aux alentours de à peu près un expert cybersécurité maintenant, ça serait à peu près ouais, de l'ordre de 1 800-1 900, 1 900 net, si vous voulez, qu'il fasse toute la sécurité entreprise. Et encore, faudra forcément qu'il ait des missions à côté tierces, parce que si vous cantonnez un seul homme à gérer la sécurité de votre, entreprise, vous pouvez vous retrouver avec parfois des moments de battement où il ne se passe rien. C'est le cas qu'il y a eu d'ailleurs avant toute l'épidémie qu'il y a eu en France, où tout le monde était cloîtré chez eux et dans son entreprise également. Il y a eu pas mal d'attaques qui ont surgi, mais il faut savoir qu'il y avait c'est aussi pour ça qu'il y a pas eu de enfin, qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une montée en puissance des attaques. Il y en a toujours eu autant, sauf qu'il y avait des gens pour les résoudre. Là, comme tout le monde n'était pas sur le qui-vive concernant la réalisation et la sécurisation des données, on a eu une augmentation malheureusement, des affaires de hacking. Peut-on mettre un mot de passe, Wi-Fi de 40 caractères pour le rendre plus robuste au brute force? Alors, par rapport à ça, c'est une bonne question. Ça dépend encore une fois du matériel qui est utilisé. Vous avez le même problème sur des sites web où quand vous vous inscrivez, il y a des sites qui refusent, par exemple 20 caractères concernant les mots de passe. Donc là, il faut vraiment faire attention à la technologie utilisée par vos routeurs Wi-Fi, par exemple. Il y a certains routeurs Wi-Fi qui autorisent un certain nombre de caractères. Là, je ne saurais pas dire en exactitude combien maximum, mais c'est d'ailleurs pour ça que, mine de rien, même si ça fait un petit peu commercial dit comme ça, il faut assez souvent renouveler sa box internet et prendre une box un peu plus améliorée technologiquement. Parce que si on met 40 caractères, comme vous l'avez signalé, certes, ça sera plus robuste, mais est-ce que vraiment le système va le prendre en compte? Ça dépend énormément du matériel. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si tout a été clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je vous remercie pour m'avoir écouté durant ce webinaire. J'espère avoir été le plus clair possible. Hem, je vous remercie aussi pour la participation que vous avez eue concernant les questions, en espérant vous avoir répondu au mieux et j'espère pouvoir, tous vous retrouver durant les prochains, webinaires qui, sont apportés par iCatalyst.